Bonjour, sur cette session, en fait, on va, parler d'intégration avec Dynamics 365 for, Finance et Opérations. C'est, vraiment, donc l'idée, c'est vraiment de vous expliquer, l'architecture de la solution en termes d'intégration, les différentes briques, qui existent dans la solution pour s'intégrer, les différents types d'intégration possibles avec, Finance Opérations et aussi, on va aussi montrer les différentes considérations à prendre pour, choisir au final la meilleure option pour vous et la meilleure option pour vous et la meilleure, méthode d'intégration, pour, votre business. Donc, je vais commencer au début, par, l'architecture. Avant vraiment d'aller, deep dive dans l'architecture, il y a vraiment un concept clé. C'est ce qu'on appelle, nous, l'entité de données. Donc ça, c'est le schéma qui illustre un peu, ce que c'est l'entité de données, à savoir que c'est vraiment une abstraction de l'implémentation physique des plusieurs tables de bases de données qui existent déjà dans Finance Opération. Donc elle encapsule vraiment un concept business. Par exemple ici, donc on a pris le concept client. Dans les tables normalisées, une grande partie des données de chaque client peut être stockée, comme on voit dans Finance Opération, dans une table client, mais répartie, le reste des données sont réparties sur un petit ensemble de tables qui sont liées à la table principale. Et dans ce cas-là, en fait, on a créé ce concept d'entité de données, et ici, par exemple, en l'occurrence, pour le concept client, qui apparaît comme une vue en fait dénormalisée dans laquelle chaque ligne va contenir toutes les données de la table client et de ses tables associées. Donc pour récapituler un peu, donc l'entité de données encapsule en fait un concept commercial, si vous voulez, dans un format qui facilite un peu le développement et l'intégration. Et on va voir que dans l'intégration, vraiment, on va parler beaucoup de d'entité de données et c'est vraiment clé pour simplifier en fait le développement et la personnalisation d'applications. Donc, à savoir qu'il y a plus de 2000 entités, de données, déjà prêtes à l'emploi, en mode standard, vraiment out of the box dans la solution, mais aussi on peut très bien, créer notre propre entité de données pour pouvoir, en bénéficier pour, tout ce qui est par exemple intégration. Donc ce schéma pardon, illustre un peu, la partie, entité de données, qui vous montre un peu que vraiment c'est un framework, unique, pour plusieurs choses, qui va être utilisé pour plusieurs choses, notamment l'intégration et notamment, peu importe le pattern d'intégration, si c'est synchrone ou asynchrone. Donc là, on va, un peu aller en plus, deep dive. Donc ça, c'est vraiment l'architecture globale de toute la partie, intégration, donc toutes les composantes qu'on va voir, dans l'intégration de Finance Opération. Donc dans ce framework d'intégration, la plupart, des intégrations sont construites, comme on a dit, à partir de l'entité donnée. Donc cette entité donnée peut être exposée en tant que service aux data. Donc là, la première brique, verte, elle peut être exposée en termes, de service aux data, puis utilisée dans des scénarios, par exemple, d'intégration synchrone de style tabulaire et dans des intégrations, par exemple, avec Microsoft Office, là, en l'occurrence. La même entité de données, en fait, peut aussi être exposée à travers le framework de données import-export de Dynamics 365 pour, par exemple, des scénarios basés sur des fichiers et qui, par exemple, nécessitant des intégrations de plus grand volume. Ce framework peut être utilisé aussi pour des scénarios de lifecycle management, comme par exemple la migration de données, la copie par exemple de données entre deux entités différentes. Donc à savoir que, dans certains cas, le besoin reste, vraiment très, personnalisé. Donc pour cela, dans Dynamics, donc c'est possible en fait d'exposer, ces classes-là qu'on n'a pas forcément, voilà, vu que c'est personnalisé, donc on n'a pas forcément un standard. Donc on peut aussi très bien exposer ces classes et ces contrats en tant que service custom qu'on appelle, et ces services custom sont exposés automatiquement, en termes donc à 2 points de terminaison différents, le SOAP et le REST. Donc le SOAP en format XML et le REST API en format, JSON, comme on voit à l'écran.
Donc ça, en gros, vraiment, comme on voit vraiment l'entité de données, c'est vraiment le concept clé qui va nous permettre de faire une intégration au data ou import-export via des fichiers. Et aussi, on peut exposer très bien les classes, directement les classes, avec deux points de terminaison, SOP et REST. Donc, on va un peu aller plus en détail par rapport à chacun de ces intégrations, de ces types d'intégration. Donc, donc, au début, on va prendre l'OData. Donc, les OData, donc les entités de données de FNO, vont être exposées en tant que point de terminaison OData. La liste de toutes ces entités de données seront exposées et peuvent être affichées en fait sur une URL du service au data qui a un format en fait l'URL de la racine de l'organisation qu'on utilise /data. Et c'est sur cette URL qu'on va pouvoir trouver toutes les entités de données qui sont exposées. Bien des actions personnalisées puissant être ajoutées pour étendre ces commandes aux data disponibles. Les requêtes aux data, en fait, et les opérations données sont exécutées très lentement et la lecture des données peut prendre parfois un peu de temps si l'entité, par exemple, à récupérer est très volumineuse. C'est pour ça que c'est pas très recommandé d'utiliser OData pour, par exemple, des grands volumes. Donc, elle est principalement en fait conçue pour des opérations crudes simples, donc création, mise à jour, suppression, ainsi de suite, donc vraiment simple. Et les requêtes les plus, voilà, des requêtes les plus simples, les actions les plus simples. Après, on a ce qu'on appelle le custom service. Donc, ce custom service, c'est des services personnalisés qui sont créés avec le langage X++, standard de FNO. Donc, le premier, on va dire, point bloquant, ou voilà, le premier point prérequis, c'est de connaître vraiment le langage X++ pour pouvoir en bénéficier. Donc, ils peuvent aussi être utilisés à la fois pour des intégrations basées sur les données et basées sur les opérations, type publication de contenu, ainsi de suite. Donc, il faut absolument avoir un développeur qui connaît très bien le X++, pour pouvoir écrire un service personnalisé sous un groupe de services ou voilà. Donc, à savoir que ce custom service, comme on a vu dans le schéma d'architecture avant, on peut être exposé ou déployé donc, sur deux points de terminaison, sur le SOP et sur le JSON. Après, on a le web service externe. Donc, c'est possible aussi d'utiliser des web services en ajoutant de nouvelles classes dans la bibliothèque. Cette méthode, en fait, est utilisée lors de la consommation, par exemple, de services d'autres plateformes SaaS ou des produits, par exemple, une recherche de valeur en temps réel. Donc, c'est à ce moment-là qu'on, par exemple, va utiliser un web service externe. Donc, le modèle recommandé est vraiment d'utiliser Power Automate à la place quand c'est possible. Après, en fait, il y a la partie business event. Donc, avant de parler vraiment batch data, parce que ça, je vais en parler un peu plus longtemps. Donc, je vais parler de business event. C'est quelque chose qu'on a ajouté récemment. C'est les business events, en fait, vont nous fournir un mécanisme qui permet au système externe de recevoir des notifications de Dynamics FNO. Donc, de cette manière, les systèmes peuvent effectuer des actions business en réponse aux business events. Donc, en gros, les business events, en fait, se produisent lorsqu'un processus métier est exécuté. Donc, au cours de ce processus métier, les utilisateurs qui participent, en fait, à ce processus effectuent des actions métiers pour accomplir les tâches qui composent ce processus métier. Une action en fait business effectuée par un utilisateur peut être une action de workflow ou une action hors workflow. L'approbation d'une demande d'achat est un exemple d'action de workflow, tandis que par exemple, si on prend la confirmation d'une commande d'achat, c'est un exemple d'action hors workflow. Les deux types d'actions ici peuvent en fait générer des business events et on peut les utiliser pour construire des business events et avoir des notifications un peu externes.
Donc cette méthode, en fait, est utilisée quand il faut s'intégrer, par exemple, à Azure, Event Grid, à Power Automate, à Logic Apps. Elle peut aussi être utilisée pour notifier des événements intrinsèquement entraînés par une seule entité de données, par exemple une mise à jour d'un document ou la réussite ou l'échec, par exemple, d'une commande de qualité. Avant de parler de batch data, parce que là je vais en parler un peu plus en détail, je vais parler un peu de dual write parce que c'est aussi quelque chose qui a été ajouté récemment dans l'application. On peut utiliser le dual write pour en fait intégrer FNO avec ce qu'on appelle le CDS, le Common Data Service. Donc, le Common Data Service, si on a des données en fait qu'on veut intégrer dans FNO et qui existent dans Common Data Service, à savoir, on a quelque chose qui s'appelle le dual write, donc la double écriture, qui va nous permettre en fait donc d'activer des entités de données et de les synchroniser entre FNO et ce Common Data Service. Donc on va avoir des données qui sont quasi à temps réel mises à jour par rapport à tout ce qui se passe au fur et à mesure de notre saisie par exemple, ou voilà, quand on ajoute quelque chose, donc ça va être ajouté directement des deux côtés, c'est bidirectionnel. Et c'est quelque chose qu'on utilise pour faciliter un peu la tâche quand il s'agit d'une intégration entre FNO et tout ce qui est CDS, toutes les données qui sont stockées dans le CDS. Donc pour continuer, en fait, je vais parler un peu de la partie vraiment API, Data Management API. Donc à savoir, on a deux API qui sont disponibles quand on parle de Batch Data API. Donc on a le recurring, ce qu'on appelle le recurring, et ce qu'on appelle le Data Management Framework. Donc les Batch Data API sont vraiment considérés comme des modèles d'intégration asynchrones. Donc c'est pas synchrone, c'est pas à temps réel. Car lorsque ces API sont appelées, en fait les données sont importées ou exportées en mode batch. Donc ces batch data API sont conçus par exemple pour gérer les imports-exports de données volumineuses. Quand on a de grands volumes, c'est vraiment l'une des options qu'on peut considérer quand il s'agit d'intégration. Le volume va dépendre bien sûr de l'entité en question et de la quantité de logique métier exécutée lors de cet import-export. Pour un volume par exemple supérieur à quelques centaines de milliers d'enregistrements, il est ainsi en fait recommandé d'utiliser le Batch Data API pour les intégrations. Il s'agit donc des scénarios d'intégration basés sur des fichiers, import-export de fichiers, voilà, quand on fait des imports-exports à travers des fichiers. Et dans la solution, donc en standard, il existe deux API standards disponibles dans FNO pour prendre en charge ces scénarios. Donc là, c'est l'API. Donc on a l'API du Data Management Framework. Donc on a un framework disponible déjà dans la solution qui s'appelle Data Management Framework. Et on a l'API d'intégration récurrente. Donc la différence entre les deux, on peut le voir très bien sur ce tableau-là. Donc c'est par rapport au format donné, par rapport au protocole utilisé, par rapport au type de service, à la disponibilité et où est performée cette action-là. Donc voilà, donc ça c'est vraiment pour vous expliquer un peu les différents types d'intégration qui existent dans FNO et ainsi que l'architecture. Donc maintenant, si on va parler un peu de pattern, comme on a discuté un peu avant, en fait, il y a des intégrations qui nécessitent un appel en temps réel et il y a des intégrations qui nécessitent pas forcément un appel en temps réel et qui sont plutôt asynchrones. Par exemple, on a un système tiers pour la gestion de ce qui est PIM, produit, information produit et ainsi de suite, qu'on va qu'on va mettre à jour en fait dans FNO toutes les nuits.
par exemple. Donc à ce moment-là, on va dire que c'est une intégration asynchrone et on peut très bien choisir, par exemple, le data import-export basé sur des fichiers en utilisant le framework de data management. Ou bien, il y a aussi des cas où on a vraiment besoin d'un temps réel, par exemple, je sais pas, un appel pour voir le stock à temps réel ou autre. Donc à ce moment-là, on a besoin vraiment d'un appel qui va gérer des intégrations à temps réel, qui est synchrone, qui va échanger de données synchrones. Et donc, on va plutôt aller vers du pattern real-time intégration. Donc ça, c'est vraiment grosso modo les différents types ainsi que les patterns. Donc à noter qu'il y a plusieurs en fait facteurs à considérer lors du choix d'un de ces patterns. Donc il y a plusieurs choix qui vont nous permettre en fait de choisir ou pas le bon type d'intégration pour nous. Donc, il y a par exemple la partie latence. Donc, si par exemple, comme on a dit là, synchrone ou asynchrone. Il y a aussi par exemple le routage de messages. Si par exemple, ça sera à travers d'un middleware, comme par exemple Bistock, ou c'est vraiment des intégrations qui vont être faites point à point. Point finance opération, point l'autre système tiers. On va aussi prendre en compte la fréquence de l'intégration. Est-ce que c'est high, c'est toutes les secondes ou toutes les minutes? Est-ce que c'est medium, toutes les heures ou tous les jours? Ou est-ce que c'est low, euh, toutes les, par exemple, semaines ou tous les mois? On va aussi prendre en compte comment, par exemple, c'est déclenché cette intégration. Est-ce que c'est manuel? Est-ce que c'est à la demande? Est-ce que c'est par rapport à un événement qui a été fait? Donc tout ça, ça va nous aider un peu à nous situer en termes de type d'intégration et quel pattern utiliser. On va aussi, ce qui va aussi nous aider, c'est le type d'opération pardon, à faire une fois qu'on a fait l'intégration. Est-ce que c'est juste pour lecture? Est-ce que c'est pour faire des CRUD, par exemple, création, mise à jour, suppression? Est-ce que c'est pour faire une action derrière? Par exemple, si c'est par batch, si c'est un enregistrement de fichiers ou si c'est web service. Et aussi, on va prendre quelque chose qui est très important, c'est la gestion des erreurs et la réconciliation. Donc, comment va être gérée en fait les erreurs suite à cette intégration, les réconciliations et ainsi de suite. Et bien entendu, le volume de l'intégration. Est-ce que c'est de gros fichiers? Est-ce que voilà, euh, c'est pas énorme. C'est quelques insertions par intégration et ainsi de suite. Donc voilà. Donc tout ça, en fait, c'est des facteurs à considérer lors du choix du modèle d'intégration. Et il faut vraiment euh, avoir conscience que voilà, chaque choix qu'on fait va impacter tous ces facteurs et ces facteurs-là vont impacter nos choix. Donc voilà. Ça c'est vraiment, je voulais vraiment faire un tour rapide en termes d'intégration avec FNO. Je résume. Donc, on a commencé par vraiment l'architecture de FNO, le concept de base d'entité de modèle, d'entité de données. Après, on a listé en fait les différents types d'intégration avec FNO, donc OData, Custom Service, les batch API, Recurring et Data Management Framework, le Custom Service, le web externe service, et puis après on a aussi le business event et le dual write. Après on a parlé aussi des patterns, donc real-time, asynchrone et quels facteurs à considérer lors du choix de ce modèle. Et pour dire que voilà, au final, il y a des choses qui vont aussi impacter la performance de l'application. Donc choisissez bien vraiment le type d'intégration que vous allez prendre. Prenez en compte vraiment tous les facteurs à considérer lors du choix d'un modèle et voilà. Et, mettez-vous un peu
au courant de tout ce qui va, tout ce qui est, de tous les types d'intégration, à savoir que sur docs.microsoft.com, il y a vraiment le détail de tout ce que je vous ai raconté et encore plus, plus détaillé avec plusieurs, sources qui sont vraiment, très, très utiles. Donc voilà. J'espère que ça vous a aidé, donc je vous remercie pour cette session, de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Merci.